Et j'ai le plaisir d'accueillir Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, entre 2019 et 2023, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évoquer un grand nombre de sujets d'actualité internationale. Et on va parler de l'Iran, si vous le voulez bien, avec cette dernière déclaration de Donald Trump. Il a carrément parlé d'un déplacement important d'une flottille qui se dirige vers l'Iran. Une grande flottille, une très grande flottille. Et on va l'écouter et on en parle. Le grand pétrolier. Vous savez, nous avons beaucoup de navires qui se dirigent dans cette direction. Nous avons une grande flottille qui se dirige vers le golfe Persique. Et nous verrons ce qui se passera. Nous avons une grande force qui se dirige vers l'Iran. Et je préférais qu'il ne se passe rien, mais nous les surveillons de très près. Nous avons une armada, nous avons une flotte massive qui se dirige dans cette direction. Et peut-être que nous n'aurons pas à l'utiliser, nous verrons bien. Louis de Ragnel, vous reprenez mon expression, mais c'est pas la mienne, c'est celle de Donald Trump, quand je parle d'une grande flottille. Voilà, non, mais quand il dit grande flottille, il faut simplement préciser une chose. C'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis ont plusieurs porte-avions et un porte-avions ne se déplace jamais seul. Bien sûr. Quand il y a un porte-avions, même en France, quand le Charles de Gaulle se déplace, il y a toujours au minimum un sous-marin nucléaire d'attaque en dessous pour le protéger, détecter les activités sous-marines, des frégates autour, des bateaux ravitailleurs. Et donc, c'est tout à fait normal. Donc, il parle du groupe aéronaval d'un porte-avions américain qui est en train de se... Effectivement, ça c'est vrai, qui prend la route du golfe Persique, donc vers l'Iran. Et simplement, voilà, c'est une démonstration de force. Si réellement il voulait frapper l'Iran, il ne le dirait pas. Et je vais vous faire réagir dans quelques instants, monsieur l'ambassadeur. Nous sommes avec Claude Moniquet, notre spécialiste en renseignement et terrorisme. Bonsoir, Claude Moniquet. Merci d'être sur Europe 1 et sur CNews ce soir. Il y a plusieurs informations qui circulent, et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument vous avoir ce soir, qui nous indiquent que Donald Trump, en fait, se serait servi du Groenland pour détourner l'attention du côté du Moyen-Orient. C'est bien cela, les choses bougent, en fait, indiscutablement, Claude. Alors il semblerait effectivement, d'abord bonsoir Thierry, il semblerait effectivement que les choses bougent. Effectivement, pour le moment, Donald Trump joue ce qu'on appelait à l'époque de Nixon la stratégie du fou, hein, le fait d'être totalement imprévisible et de répandre l'idée qu'il est capable de tout, ce qui d'ailleurs est probablement le cas, et donc d'induire un sentiment d'instabilité, un sentiment d'incertitude stratégique chez ses ennemis. Et ce qu'on dit effectivement dans certains milieux proches du renseignement, c'est que toutes les gesticulations auxquelles on a assisté sur le Groenland depuis grosso modo une semaine, et qui coïncident avec la période qui était nécessaire pour ramener l'USS Abraham Lincoln, ce fameux porte-avions, de la mer de Chine où il se trouvait au Moyen-Orient, en fait c'était destiné un peu à noyer le poisson, et à faire penser qu'il était peut-être passé à autre chose. Ça s'est agrémenté d'ailleurs d'autres déclarations dans lesquelles il disait « je frapperai peut-être, mais je n'ai pas envie de frapper, il n'y a pas de raison que nous frappions puisqu'il n'y a plus d'exécution prévue, etc. » Donc il y a vraiment un flou, un nuage de mensonges, hein, ces fameux mensonges de guerre qui entourent la possibilité d'une action américaine. Mais à côté de ça, il y a des faits. Et les faits, c'est d'une part l'arrivée de l'Abraham Lincoln et de sa flottille sur zone. C'est le déploiement ces derniers jours de plusieurs dizaines de F-35 dans la région. C'est le renforcement des forces américaines toujours dans la région. Donc la possibilité que nous assistions dans un avenir assez proche à une action sur l'Iran est, je pense, très loin d'être exclue. Merci Claude Moniquet pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste en renseignement et terrorisme. Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, est notre grand témoin ce soir. Quel est votre regard sur ces informations données par Claude Moniquet? Et je vais être cash, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir une frappe américaine sur l'Iran ce soir, demain ou après-demain? Sur les informations, Donald Trump n'a absolument pas besoin du Groenland pour faire diversion, pour envoyer une flotte vers le Moyen-Orient. Je veux dire, il peut très bien envoyer sa flotte. Il n'y a pas besoin de détourner l'attention du monde. Il a plusieurs fronts à la fois. Il a le Groenland, il a eu le Venezuela, il a le Proche-Orient, et voilà. Et c'est une stratégie qui déstabilise ses partenaires et ses adversaires, parce qu'il y a plusieurs fronts simultanément. Voilà. C'est pas plus compliqué que cela.
est-ce qu'il peut frapper? Pour le moment, il n'en est pas là. Il est au moment où il met en place la possibilité de frapper. Et il se réserve cette possibilité en disant « je suis toujours ouvert à des négociations, etc. » C'est la technique Trump. Avec le Venezuela, vous avez eu un déploiement de force énorme devant le Venezuela avant d'aller frapper. Trump ne veut frapper que quand il est sûr du résultat. Mais il ne veut pas frapper avec une incertitude militaire. C'est simple. Donc. Mais quel est le but? Quel est le but de... Quel est le but pour l'Iran, en Iran, je veux dire. Démonstration de puissance. Quel est le but ultime en Iran? Il peut avoir deux buts. Un qui serait sans frappe, qui consiste à faire suffisamment pression pour dire aux Iraniens, maintenant vous allez arrêter votre enrichissement ou nous allez reprendre les négociations, etc. Et puis, il peut avoir un but avec une frappe, auquel cas, nul ne sait actuellement, enfin pas à l'extérieur de son état-major, si cela vise des personnes, comme le guide suprême, ou si ça vise des installations, comme il avait fait pendant la guerre des 12 jours. On verra bien ça, mais pour le moment, je pense que lui-même ne sait pas s'il va y avoir une frappe ou pas. Pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'il met en place la possibilité d'une frappe et d'un rapport de force, comme toute sa diplomatie. C'est une diplomatie du rapport de force. Mais c'est pas de faire tomber le régime, c'était ça ma question en fait. Son but, c'est pas de faire tomber le régime iranien. Non, ce n'est pas en soi le fait de faire tomber le régime iranien. C'est pas sa préoccupation majeure. Sa préoccupation majeure, c'est le pétrole et la Chine. Donc, si ça tombe bien par rapport à la Chine, il frappe ou il ne frappe pas. Mais c'est ça la grille de décodage. La grille de lecture. La grille de lecture, c'est par rapport à la Chine et c'est essentiellement de l'économie. Or, le problème avec l'Iran, c'est la question du pétrole. Vous remarquerez que lors de la guerre des 12 jours et après, Israël n'a pas frappé les installations pétrolières, le terminal de Karg et Pourquoi? Parce que personne n'a envie, pour le moment, qu'il y ait une déstabilisation mondiale sur le pétrole. La première chose, c'est que si vous tapez le pétrole iranien, le prix du pétrole augmente, ce qui fait des ressources supplémentaires à Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Ça ne plaît pas. La deuxième chose, c'est que ça ne plaît pas, évidemment, à la Chine, si vous détruisez les installations pétrolières. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est le banquier de l'Iran, c'est-à-dire qu'elle prend le pétrole iranien et elle prête à l'Iran des sommes colossales. Et donc la créance de la Chine, qui est basée sur le pétrole iranien, elle diminue si vous cassez les installations pétrolières iraniennes. C'est aussi simple que ça. Enfin, si vous touchez au cours du pétrole, vous embêtez le Saoudien, qui n'a aucune envie surtout que le cours du pétrole... Donc, vous voyez que la question de la frappe sur l'Iran, elle se détermine à partir, bien sûr, un petit peu de la politique, mais d'abord à partir des intérêts de sécurité, et pour Trump, à partir des intérêts économiques, parce que pour lui, intérêt de sécurité et intérêt économique, c'est totalement lié. Éric Danon, donc ancien ambassadeur de France en Israël, et notre invité sur Europe 1 et sur CNews. Question, monsieur l'ambassadeur, comment la France et l'Union européenne peuvent-elles potentiellement jouer un rôle clé dans cette désescalade des tensions? Alors, pardonnez-moi de vous poser des questions. Mais non, elle pourrait, si elle était un peu plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle est coupée en deux, entre, je dirais, ceux qui sont plutôt dans l'approche trumpienne et ceux qui sont plutôt dans l'approche classique, multilatérale, droit international, etc. Donc, s'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de force de l'Union européenne. Ce qui se passe, c'est que de la même façon que lorsque Poutine a attaqué l'Ukraine, vous avez eu, par un effet de meute de loup, les Européens qui se sont regroupés. Et là, vous observez quelque chose d'assez comparable devant ce que Trump a fait pour le Groenland. C'est-à-dire que, alors que personne n'attendait ça, eh bien, les Européens, d'un coup, se sont retrouvés un peu plus unis qu'avant face à cette adversité nouvelle. Bon, pas terrible, voilà, pas suffisant. Non, pas terrible. Mais vous avez eu quand même un mouvement autour de ça. L'Allemagne a envoyé des soldats avec nous pendant 24 heures. Non, mais bien sûr, la réponse, bien sûr, est purement symbolique, mais c'est pas le sujet, c'est pas la réponse qui comptait. C'était le fait que les Européens, comme
très souvent dans le monde, les pays ne réagissent au fond que quand ils se sentent plus ou moins attaqués dans ce qu'ils sont. À partir du moment où les trois empereurs, c'est-à-dire Trump, Poutine et Xi Jinping, attaquent l'Europe une fois de temps en temps, ou continuellement pour certains, comme Xi Jinping, eh bien vous avez des réactions européennes. Elles sont faibles, elles sont mal coordonnées, c'est mal fichu, tout le monde le sait bien, c'est faiblard. Et tout le monde dit, soit on fait les États-Unis d'Europe, et comme ça on est unis, ça marche pas, personne n'imagine que ça va arriver, soit chacun va se chercher des réponses de nature différente. Et c'est là que, à cause de réponses différentes des différents Européens, vous avez une faiblesse structurelle de l'ensemble. Mais vous n'allez pas créer une nation européenne parce que vous pensez que ce serait mieux pour se défendre. On ne peut pas la créer, en fait. Non, mais on pourrait... On ne va pas faire à 27, on ne va pas faire un machin à 27. Non, mais j'ai jamais pensé que ça pouvait arriver. C'est pas le sujet. Je dis que soit vous avez une unité, soit la moitié des Européens vont devenir des proxys des États-Unis dans les années qui viennent.